Nous avons vu qu'à toute transformation physique, il était possible d'associer une forme d'énergie. Lorsque la transformation concerne le mouvement, c'est-à-dire lorsque la position ou la vitesse d'un objet sont modifiées, l'étude de cet objet va se faire grâce à une forme d'énergie que l'on appelle l'énergie mécanique. Avant d'aborder l'étude énergétique du mouvement, je vais rappeler au préalable les prérequis concernant les mouvements et leur lien avec les forces. Le mouvement est décrit mathématiquement par la position et par le vecteur vitesse de l'objet. Les forces sont décrites par des vecteurs. Toutes ces grandeurs peuvent varier ou non au cours du temps. Isaac Newton a montré que les modifications du mouvement d'un objet étaient liées aux forces exercées sur lui. Les forces sont en quelque sorte la cause des variations de vitesse. Ainsi, une absence de force appliquée sur un objet implique que la vitesse de cet objet doit rester constante. Si cet objet était immobile à un instant donné, il resterait immobile à un instant ultérieur. S'il était en mouvement à une vitesse v, il garderait cette vitesse à la fois en direction et en norme, selon un mouvement rectiligne uniforme. C'est ce qu'on appelle la première loi de Newton ou principe d'inertie. En revanche, dès qu'une force s'applique à un objet, cela modifie son vecteur vitesse. Et inversement, si vous observez qu'un objet ralentit ou accélère ou change de direction dans sa trajectoire, alors nécessairement il y a des forces qui s'appliquent sur lui. La variation de vitesse entre deux instants, notée ΔV, est reliée à la somme des forces par la seconde loi de Newton, dont vous n'étudiez qu'une forme approchée en classe de première. On voit que les vecteurs somme des forces et ΔV sont proportionnels et collinéaires. Donc plus la force appliquée est élevée et plus la vitesse varie. En revanche, plus la masse de l'objet est élevée, plus il faut une grande force pour modifier son mouvement. Par ailleurs, la direction dans laquelle la vitesse est modifiée est donnée par la direction des forces. Les lois de Newton permettent de prédire un mouvement connaissant les forces qui s'appliquent sur un objet, ou bien d'identifier les forces lorsqu'on sait mesurer un mouvement. Dans ce chapitre, nous allons traduire ces phénomènes d'un point de vue énergétique. Il est équivalent de parler soit de mouvement et de force d'une part, soit de variation d'énergie mécanique d'autre part. Et on va voir que l'application du principe de conservation de l'énergie dans certains contextes sera plus simple d'utilisation que l'application de la seconde loi de Newton pour déterminer des mouvements ou des forces. Cette partie du cours va être divisée en 3 vidéos. Dans cette vidéo, qui est la première de la série, on va définir l'énergie cinétique et le travail d'une force. On va également énoncer le théorème de l'énergie cinétique qui relie ces deux grandeurs. Dans la vidéo suivante, on va définir l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie mécanique et ensuite étudier des situations où cette énergie mécanique se conserve ou non. On définira également ce qu'est une force conservative et une force non conservative en lien avec l'énergie mécanique. Dans la dernière vidéo de la série, je vais montrer quelques exemples d'application de la conservation de l'énergie mécanique pour résoudre des problèmes. On commence par une première définition qui est l'énergie cinétique. À la vitesse d'un objet, on associe en effet une forme d'énergie stockée dans le système appelée énergie cinétique. Cette énergie a par définition l'expression suivante, EC est égal à 1/2 facteur de m la masse fois v au carré, v étant la vitesse. Elle s'exprime en joules lorsque la masse m est en kilogrammes et la vitesse v est en mètres par seconde. Tout objet immobile a donc une énergie cinétique nulle. Un objet qui se déplace rapidement a une énergie cinétique plus élevée qu'un objet qui se déplace lentement. Pour une même vitesse, en revanche, un objet plus lourd aura une plus grande énergie cinétique qu'un objet léger. L'énergie cinétique dépend de la valeur de la vitesse, mais vous remarquerez qu'elle ne dépend pas de la direction. Elle dépend également du référentiel dans lequel le mouvement est mesuré. Vous devez être capable de traduire le mouvement d'un objet en termes de variation de son énergie cinétique. Par exemple, pour un mouvement uniforme, on peut dire que l'énergie cinétique reste constante, qu'elle se conserve puisque la vitesse ne varie pas. En revanche, lorsque l'objet accélère, cela signifie que son énergie cinétique augmente, et lorsqu'il ralentit, cela signifie que son énergie cinétique diminue. Or, nous avons vu précédemment que les variations de vitesse sont liées aux forces appliquées sur l'objet, selon la seconde loi de Newton. On en déduit donc logiquement que les variations d'énergie cinétique doivent également être liées à ces forces. Et c'est là qu'intervient la notion de travail d'une force. Alors intuitivement, on sait que lorsqu'un objet se déplace initialement à une vitesse VI initiale, alors si on tire sur l'objet dans la même direction que son sens de déplacement, cela va le faire accélérer.
La vitesse et donc l'énergie cinétique augmente. Cela signifie que de l'énergie a été apportée au système par l'intermédiaire de cette force de traction. À l'instant final TF, la vitesse finale VF est supérieure à la vitesse initiale VI. En revanche, si on tire dans la direction opposée au mouvement, cela aura tendance à faire ralentir l'objet. La vitesse et donc l'énergie cinétique vont diminuer. De l'énergie a été prise au système par l'intermédiaire de la force, et à l'instant final, la vitesse finale va être inférieure à la vitesse initiale. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'une force s'applique sur un objet en mouvement, cela se traduit par un apport ou une diminution d'énergie. Cette énergie transférée au système va dépendre d'une part de l'intensité de la force qui s'applique sur l'objet, c'est-à-dire plus la force est grande et plus elle transmet d'énergie. Deuxièmement, de la longueur ou de la durée du trajet parcouru par l'objet, c'est-à-dire que plus la force s'applique longtemps et plus l'énergie transmise est grande. Et troisièmement, cette énergie dépend de l'angle entre la force et la direction de mouvement de l'objet. Alors cette énergie transférée par une force va s'appeler le travail de la force. Elle se note W, la lettre W vient de l'anglais work qui veut dire travail, ou elle se note également W indice AB entre parenthèses F. F correspond à la force qui s'applique, qui fournit le travail, et AB correspond au chemin sur lequel s'applique cette force. Dans le cas particulier où la force est constante et le trajet rectiligne, vous pouvez calculer le travail de la force par l'expression qui est donnée ici. Le travail est égal au produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur déplacement AB. Le calcul peut se faire également en multipliant la norme de la force par la longueur du chemin AB par le cosinus de l'angle alpha, l'angle alpha étant l'angle qui existe entre le vecteur F et le vecteur AB. Cette énergie est positive lorsque l'angle alpha est inférieur à 90 degrés, ce qui signifie que c'est de l'énergie qui est effectivement apportée au système. On dit que la force fournit un travail moteur. Cette énergie est en revanche négative lorsque l'angle alpha est supérieur à 90 degrés. Cela signifie que c'est de l'énergie qui est prise au système. On dit que la force fournit un travail résistant, elle s'oppose au mouvement. Lorsque l'angle alpha vaut exactement 90 degrés, le travail est strictement nul. On dit que la force ne travaille pas ou fournit un travail nul. L'application de cette force ne change pas la valeur de la vitesse. On énonce maintenant le théorème de l'énergie cinétique. Ce théorème traduit tout simplement la conservation de l'énergie entre une forme d'énergie transférée à un système au cours d'une transformation et une forme d'énergie stockée dans le système qui subit la transformation. Considérons un exemple. Une voiture qui se trouve en A possède une énergie cinétique initiale EA. Le chauffeur appuie sur la pédale d'accélération et le moteur applique une force F à la voiture dans la direction du mouvement. La transformation subie par la voiture est une accélération. D'un point de vue énergétique, on peut dire que la force exercée par le moteur fournit de l'énergie, c'est-à-dire fournit du travail à la voiture. Cette énergie, ce travail, est ensuite transmis à la voiture qui voit son énergie cinétique augmenter. Lorsque la voiture arrive au point B, elle possède une énergie cinétique plus élevée que lorsqu'elle était au point A. La quantité d'énergie en plus correspond très exactement au travail fourni par la force du moteur, WF. On peut écrire EB égale EA plus W, ou encore que la variation d'énergie cinétique EB moins EA est égale au travail de la force appliquée entre A et B. Considérons la situation inverse où le chauffeur appuie maintenant sur la pédale de frein. Les freins appliquent une force F dans la direction opposée au mouvement. C'est une force de freinage dont la voiture ralentit. D'un point de vue énergétique, on peut dire que la voiture possède en B une énergie cinétique plus faible qu'en A. La quantité d'énergie qui a été perdue correspond très exactement au travail résistant des forces de freinage WF. On peut écrire à nouveau EB égale EA plus WF, avec cette fois ici le travail WF qui est négatif. De manière générale, la relation delta EC égale WF reste vraie que le travail soit moteur, résistant ou nul. Elle traduit le fait que l'énergie se conserve au cours de l'application d'une force. La variation d'énergie cinétique entre A et B est égale au travail de toutes les forces entre A et B.
Si plusieurs forces s'appliquent, il faut calculer le travail de la résultante des forces, ou bien de manière équivalente, calculer le travail de chaque force et les additionner. Et la somme du travail de toutes les forces va être égale à la variation d'énergie cinétique. Alors, à quoi sert ce théorème ? Tout comme la seconde loi de Newton, ce théorème permet d'établir une relation entre les grandeurs suivantes, donc la masse et la vitesse en A et la vitesse en B d'une part, et une force et une distance parcourue d'autre part. Donc on peut calculer certaines des grandeurs connaissant les autres grandeurs, par exemple déterminer des vitesses connaissant des forces ou inversement. Le théorème de l'énergie cinétique est plus simple d'utilisation que la seconde loi de Newton, car il ne nécessite pas de connaître l'évolution de la position et de la vitesse de l'objet en chaque point de la trajectoire. Il faut seulement connaître la vitesse à un instant initial et à un instant final, c'est-à-dire 2 valeurs de vitesse.